Bonjour à tous. Donc moi je vais reprendre la suite de la réglementation post-Lubrizol, comme a dit mon collègue Monsieur Didier, sur la partie premiers prélèvements environnementaux. Donc pour ma part, je m'appelle Quentin Ribert, je suis responsable d'opération sur la région Grand Est au sein de Bureau Veritas, plutôt sur la partie rejet atmosphérique et climatisation et chaufferie. Et je suis accompagné de ma chef de service ou manager opérationnel, Manon Sauzade, qui gère tout le service performance HSE, avec également des thématiques de ventilation, prélèvement d'eau, prélèvement de légionnel, etc. Donc pour résumer très rapidement les objectifs de la présentation, ça va être dans un premier temps d'identifier toutes les substances qui peuvent être présentes sur le site du client ou dans l'entrepôt, dans le site Céveso Seuil haut ou Céveso Seuil bas. Mais également d'identifier toutes les méthodes qu'on va pouvoir mettre en place pour faire ces prélèvements-là, en respectant bien évidemment, en ayant à tête les valeurs toxicologiques de référence à ne pas dépasser. On va avoir également toute la mise en place de l'organisation opérationnelle avec les techniciens qui vont être en astreinte en continu. Et l'idée aussi derrière, c'est forcément de faciliter la reprise d'activité par le site, mais également de rassurer les populations sur la partie risque toxique, risque dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, etc. Donc ici, on va avoir un schéma très succinct sur comment Bureau Veritas voit des premiers prélèvements environnementaux, quelles sont les différentes étapes à respecter pour faire la prestation de façon la plus correcte possible. Donc dans un premier temps, nous allons avoir le protocole de mesure, c'est ce que je disais, avec identifier les substances, identifier les moyens de prélèvement. Dans la foulée, forcément, la mise en place de l'astreinte humaine, mais également de l'astreinte matérielle, avec tous les supports de prélèvement, les tubes de charbon actif, les sacs Tedlar, les tubes de prélèvement d'eau, etc. On va avoir, c'est ce dont parlait Arnaud, toute la partie test des plans d'organisation interne, plans d'organisation incendie, qui peuvent être toutes les années ou tous les 3 ans sur les Céveso Seuil bas, si je ne me trompe pas. C'est ça. Malheureusement, à un certain moment, il y a un risque d'avoir un accident, tel que l'accident à Lubrizol, par exemple. Et à ce moment-là, on doit réagir en urgence pour envoyer sur site un binôme pour faire tous ces prélèvements-là, qui ont été définis forcément en amont. Faire des prélèvements pour faire des prélèvements, ça ne sert pas forcément à grand chose si on n'a pas derrière la restitution des résultats après l'analyse au laboratoire et l'émission de différents rapports, donc des rapports qui vont être des rapports flash, donc au jour le jour, au fur et à mesure des résultats. Et une fois que la totalité des prestations a été réalisée, on va avoir un rapport complet qui sera remis à l'exploitant, mais également à l'ADREAL. Donc on va commencer forcément par l'étape 1. L'étape 1, ça a déjà été abordé quand même par Arnaud. On va rappeler ça vraiment très rapidement. Donc l'idée, c'est d'être en contact avec l'exploitant du site pour connaître la liste de ces substances dangereuses ou à la rigueur de l'accompagner pour mettre à jour cette liste-là. Une fois qu'on connaît la liste des substances, on peut avoir une idée de comment ces substances-là vont se retrouver dans l'atmosphère, se désagréger, former quel produit. Par exemple, ici, à titre indicatif, on a récupéré la liste des composants classiques des fumées d'incendie telles qu'émises par l'INERIS, où on va retrouver, sans trop de surprise, les gaz de combustion, également certains acides en fonction des matériaux stockés, tout ce qui est COV avec les peintures, etc., les hydrocarbures, les HAP, sans trop de surprise les métaux également, les dioxines et les furanes, et plein d'autres, j'en passe, tout en sachant que cette liste-là n'est pas une liste complète, parce que forcément, il faut l'adapter aux matières qui sont stockées sur le site de l'exploitant. Avec, par exemple, s'il y a la présence de toitures amiantes, il va falloir faire des analyses d'amiante, des retombées d'amiante. Voilà. Une fois qu'on connaît ces substances-là, l'étape suivante, ça va être de pouvoir prévoir les retombées atmosphériques suite à un accident. Donc pour ce faire, soit
prestation-là est gérée par l'exploitant du site, ou cet exploitant-là a besoin d'être accompagné par Bureau Veritas. Et nous, on va utiliser plusieurs logiciels de modélisation de type FAST, MSS, etc., pour avoir une idée en fonction des vents, de l'humidité, de la pression, de la température actuelle, vers où va se diriger le nuage de fumée. C'est des logiciels qui ont été choisis non pas par leur puissance de calcul exceptionnelle tels que Fluent ou autres qui vont prendre beaucoup trop de temps à faire des modélisations, mais c'est aussi des logiciels qui peuvent être utilisés le jour même pour détecter, simuler le nuage de fumée. Une fois qu'on a ce nuage de fumée-là, sa direction, on va respecter tout ce qui est recommandation INERIS sur l'emplacement des points de prélèvement. On va avoir 3 points de prélèvement, c'est ce que vous voyez avec les étoiles rouges, qui vont être en amont du nuage de fumée, qui vont nous servir de points de référence, donc de points témoins, de blanc de site si on préfère. Si c'est possible, si les conditions accidentelles nous le permettent, on va pouvoir faire un prélèvement directement en plein sur le site. Bon, s'il y a un incendie en plein milieu, ça va être un peu plus compliqué. Et derrière, sous le nuage de fumée, on va choisir 8 points de prélèvement, mais choisis de façon stratégique. C'est-à-dire, on va cibler les écoles, on va cibler les EHPAD, les jardins d'enfants, les champs d'agriculteurs, ce genre de choses. Une fois qu'on va avoir une idée des retombées atmosphériques, on va aussi pouvoir évaluer les différentes matrices qui vont être impactées par le nuage de fumée. Donc si par exemple vous avez un incendie qui va se retrouver au-dessus d'habitations, à ce compte-là on va pouvoir faire certaines analyses, notamment des analyses d'air. Si on est au-dessus d'une rivière, on va faire des analyses prélèvement d'eau, prélèvement d'eau d'extinction incendie également. Et forcément, c'est ce que je disais avant, si on est au-dessus de champs d'agriculteurs, il va falloir faire des prélèvements de terre, des prélèvements de végétaux, et à la rigueur des prélèvements d'animaux, c'est-à-dire morts idéalement. Donc ça, c'est tous les prélèvements dont je parlais, en commençant par les prélèvements de la matrice R. Nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, ça va être dans un premier temps des analyseurs d'air qui analysent en continu la composition de l'air avec des paramètres classiques, tout ce qui est NOx, CO, les COV, SO2, mais également les PM, PM10 et PM2,5. L'idée derrière, en fait, c'est d'avoir des appareils qui fonctionnent tout le temps, qui renvoient des résultats en continu, qui n'ont surtout pas besoin de calibration au jour le jour, mais qui peuvent être calibrés, je crois que c'est tous les 6 mois, si ma mémoire ne joue pas des tours. En fait, c'est des instruments qui se mettent en place et se lancent et envoient les résultats de façon très facile. En fait. Et pour tout ce qui est polluant qui sortent un peu du scope, énoncé ici, on ne va pas avoir d'autre choix que d'utiliser des supports de type charbon actif ou des supports de type sac Tedlar, où on va ni plus ni moins piéger une quantité d'air donnée dans un sac et l'analyser ensuite en laboratoire. Là, on est sur la partie matrice aqueuse. Donc, on va avoir différents types de prélèvements. Des prélèvements ponctuels d'eau à côté de l'incendie, des eaux de type extinction d'incendie, des eaux souterraines, j'en passe et des meilleures. Et on va également analyser tout ce qui est retombée atmosphérique. Donc pour tout ce qui est retombée atmosphérique, il y a différentes techniques. C'est ce que je disais avec le prélèvement des végétaux, des sédiments, le prélèvement de sol, notamment pour rechercher tout ce qui est dioxine, métaux, HAP, etc. Mais également des prélèvements surfaciques plutôt simples qui vont être réalisés par frottis. En fait, on va frotter une surface à l'aide d'une lingette, et cette lingette-là, elle peut être imprégnée ou pas imprégnée, et elle est envoyée ensuite à un laboratoire d'analyse pour étudier ce qui est issu de l'incendie. Donc en règle générale, pour ce type de méthode-là, on va plutôt cibler des surfaces, on va dire, non contaminées. L'idée, c'est pas de se mettre sur une boîte aux lettres complètement rouillée, parce qu'au final, ça va un peu perturber les résultats. Généralement, la cible, c'est plutôt les capots des voitures ou les boîtes aux lettres plutôt propres, quoi. Et pour cette méthode-là, on n'invente pas la roue. En fait, on suit toujours la procédure de l'INERIS en termes de prélèvement, de méthodologie de prélèvement, en suivant des petits zigzags sur la surface à analyser. Ça, c'est plutôt à titre indicatif. C'est en fonction. C'est un tableau qui va nous résumer le nombre de supports de prélèvement qui va être nécessaire pour une intervention type.
Donc, sachant qu'on va faire à peu de choses près 12 points de mesure avec les 3 points témoins, le point sur site et les 8 points en dessous du nuage, avec le nombre de supports qu'il va falloir pour une seule campagne d'analyse. Donc on est quand même sur la matrice R avec énormément de supports de type charbon actif, avec 130 environ, pareil pour les stacks Tedlar. Les eaux usées, c'est plutôt 18 flacons parce que sur les eaux usées, 6 prélèvements sont autorisés. Les lingettes, même remarque, on va être sur 245 lingettes à chaque fois, car 4 lingettes sont utilisées par point de mesure pour avoir des valeurs représentatives. Et idem pour les prélèvements de végétaux, on va avoir 36 seaux d'1 kilo de terre remplis à chaque fois. Donc on passe seulement à l'étape 2, mais les autres étapes sont un peu plus rapides. Forcément, les modalités d'intervention, ça va être de s'assurer que les échantillons, les supports de prélèvement sont disponibles sur notre site pour avoir des échantillons qui sont non périmés, qui sont en stock. On ne peut pas les commander le jour de l'intervention, ça serait beaucoup trop tard. Mais également d'avoir l'astreinte humaine avec des techniciens qui sont toujours disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que forcément, en règle générale, les incendies n'arrivent pas à 10 heures le matin. Et ce que nous proposons, nous, ce qu'on nous a demandé sur un grand nombre de sites, c'est une intervention sous 4 heures au minimum. Voilà. Donc quand on entend intervention sous 4 heures, c'est le technicien est appelé le matin par l'exploitant du site, par l'Adréal, et doit être sur le site dans les 4 heures, après l'appel. Après, en fonction des demandes des exploitants, des besoins des exploitants, on a 2 options entre guillemets possibles. Certains nous demandent, certaines personnes ne fonctionnent pas en 3x8, certaines personnes n'ont pas de problème le soir, donc sélectionnent plutôt des interventions sous 4 heures, mais dans la journée. Sinon, après, c'est plutôt vers 7 heures, si on est entre 0 à 2 heures du matin, etc. Bon, c'est plus à titre indicatif. Et l'étape 3, c'est l'étape que personne ne souhaite. C'est l'intervention en cas d'accident. Donc, s'il y a un accident sur le site de l'exploitant, ce qui se passe derrière, c'est que nous avons mis en place une ligne d'appel. Donc l'idée, c'est de contacter un seul numéro à Bureau Veritas, de renseigner le numéro du département. Une fois qu'on a le numéro du département, ça va rebasculer vers le téléphone de la personne en astreinte. Donc en fait, en l'occurrence, c'est plutôt Manon ou moi, pour faire simple. Ou un intervenant. Et à ce moment-là, on peut déclencher tout ce qui est, la réglementation post-Lubrizol avec l'appel des intervenants, l'envoi sur site, mais également la récupération des simulations de retombées, parce qu'en fonction de la vitesse des vents, de la direction du vent, forcément, on ne va pas prélever au même endroit. De faire nos prélèvements environnementaux, et en fonction des prélèvements, on va avoir des analyses qui vont être rendues par le laboratoire partenaire sous J+0, donc le même jour, le jour même, J+1 ou J+3 dans le pire des cas. Bon, ça j'en ai déjà parlé, je l'ai plus mis à titre indicatif. C'était un résultat d'emplacement des points de prélèvement où on voit ici les 3 points témoins en rouge au sud-est, sud-ouest de l'arrivée de l'accident et tous les points sous le nuage de fumée, tout en sachant qu'on a un point à ce niveau-là, je vois très mal mais je pense que c'est le 8, qui est en dehors du nuage de fumée, qui a été sélectionné parce que je ne sais plus si c'était une école ou un EHPAD dans ma mémoire, qui était un emplacement à risque qui sortait un petit peu du nuage de fumée, mais qui nous avait été demandé à étudier. Pour finir très rapidement, on peut se permettre d'intervenir sous les 4 heures parce qu'en fait, on a énormément d'agences et un grand nombre, un vrai découpage territorial. Sans ce découpage territorial-là, en fait, c'est très compliqué d'intervenir sous les 4 heures et de répondre assez vite aux préoccupations des personnes et également de l'Adréal. Et pour terminer, j'ai déjà abordé ça très rapidement. Une fois que les prélèvements ont été réalisés, l'idée c'est d'interpréter les résultats. Donc les échantillons sont envoyés au laboratoire partenaire. Ces échantillons-là sont analysés. On récupère les résultats au fur et à mesure, donc au jour le jour, avec un logiciel dédié en interne, donc qui évite aussi les erreurs de recopie. On récupère ni plus ni moins que les résultats sous format fichier texte, pour simplifier.
Et à ce moment-là, on peut émettre un rapport et on peut également accompagner l'exploitant pour donner plusieurs conseils pour essayer de limiter la pollution sur le site et surtout de pouvoir reprendre l'activité. Donc en termes de contact, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Arnaud Didier sur tout ce qui est partie maîtrise des risques, donc notamment sur la partie modélisation des retombées atmosphériques, si je ne me trompe pas. C'est ça. Sur la partie inventaire des substances stockées, exactement. Et pour tout ce qui est partie, on va dire opérationnelle, intervention sur site, le contact principal, ce sera moi, avec comme ingénieur commercial Karine Muller, qui est sur notre stand D31.